Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Louis Vareille, qui est réuniologue. Louis, comment vas-tu ? Je pète le feu. Moi, ça fait plaisir cette ambiance. Écoute, moi, je suis très content que tu viennes nous voir dans le podcast. Bon, je pense qu'on tient un chouette épisode parce que la réunion, c'est quand même un gros sujet dans les boîtes. C'est un sujet de friction, c'est un sujet de contentement, c'est un sujet de perte de temps, de gain de temps ou pas, de circulation d'informations. Et ça peut changer aussi la dynamique individuelle et collective d'une boîte. Ça peut accélérer sa croissance, son changement, etc. Donc, bien évidemment, on va aborder quelques prismes assez drôles, mais surtout des choses qui sont assez finalement rationnelles et qui vont permettre de débloquer des situations. Il n'y a pas que ça. On va voir aussi effectivement quelle est l'utilisation de l'intelligence artificielle sur la partie effectivement de ces réunions. Bref, on a quand même un certain nombre de sujets à évoquer ensemble. J'espère que tu as du temps devant toi. Je suis prêt. Bon bah génial. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a toujours une mise en bouche, tu sais, dans ces épisodes-là, avec quelques questions qui sont des incontournables. Est-ce que le lundi, tu le passes au boulot ou au soleil ? Alors, c'est quoi le soleil ? C'est quoi le boulot ? Alors, on m'a jamais répondu ça, tu vois, ça fait plaisir parce que je suis d'accord. C'est quoi le soleil ? C'est quoi le boulot ? Parce que ça peut être les deux mixés ensemble aussi. Moi, j'ai une chance assez particulière, c'est que je ne travaille jamais et je travaille tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais, c'est une passion absolue, quasi obsessionnelle. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu faire ce matin ? J'ai animé une session ce matin, une deuxième entre 13h30 et 14h30, le temps d'arriver jusqu'ici. Et puis, j'ai réfléchi à différents sujets. J'ai aussi écouté un podcast. Voilà, donc c'est en continu et la réunion est vraiment au cœur de ma vie. Ok, et ton lundi, tes lundis se ressemblent jamais ? Est-ce que c'est, comme tu le disais, tu travailles, parfois tu travailles pas ? Ils sont complètement différents l'un de l'autre ? Alors en fait, moi je mets au service de mes clients, Ouais. des gens avec qui je travaille. Et donc s'ils me disent, Louis, notre comité exécutif c'est un lundi, j'y vais le lundi. S'ils me disent, comme cette semaine, c'est un jeudi, j'y serai jeudi. Ouais. Il y a des formations que les organisations préfèrent planifier en début de semaine, milieu, fin, etc. Donc en fait, je mets vraiment à disposition de mes interlocuteurs. Ok. Et on reviendra sur ce point-là, c'est important, notamment dans le cadre des réunions. Alors, je mets un peu les pieds dans le plat, et c'est la question me brûle les lèvres, bien évidemment. Qu'est-ce qu'un réuniologue ? Alors, un réuniologue... Alors, en fait, bon, déjà, je vais un peu la ramener, mais bon, il n'y a qu'un réuniologue parce que la marque est déposée. Voilà. Donc, il y a des organisations qui ont essayé de réutiliser le nom. Je leur ai dit, écoutez, c'est trop tard. Ouais, donc, tu es propriétaire Voilà. de cette terminologie-là. Et donc, voilà, donc ça, c'est une chose. Et donc, ensuite, quand je me présente, j'aime bien me présenter et en face-face avec quelqu'un, c'est assez amusant. Bonjour, je suis Louis Vareille. Je suis réuniologue. Je répare les réunions et je soigne la réunionite. Dans 99% des cas, les mots qui sortent de la bouche de mon interlocuteur sont « vous devez en avoir du boulot ». Ces mots-là, dans cet ordre-là. Ouais. Donc en fait, un réuniologue, c'est juste accompagner des organisations qui s'intéressent à leur pratique en réunion, qui pensent qu'il y a du progrès accessible, et moi je les accompagne pour essayer de mettre en œuvre ce progrès. Alors, je reviendrai après sur ton parcours, je pense que c'est intéressant, première digression, mais est-ce que justement, cette notion de regard critique sur la qualité des réunions, sur ce que ça doit être, comment elle doit évoluer, est-ce que c'est pas juste la clé principale de l'amélioration de toute la partie réunion ? Alors là, on peut digresser pendant longtemps sur ce sujet. Donc, le premier truc, c'est qu'évidemment, pour que les gens s'intéressent à leurs réunions, il faut qu'ils les regardent. Alors, il y a plein de façons de les regarder. On peut demander à la fin d'une réunion qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on vient de faire. On peut lancer des enquêtes. Moi, j'accompagne des organisations pour lancer des enquêtes sur quelle est la perception des réunions. On peut aussi, il y a des grandes organisations qui font un travail de recherche sur les irritants. Et quand on demande aux gens qu'est-ce qui vous casse les pieds dans le boulot, le premier sujet, c'est la réunion. Le deuxième sujet, c'est les emails. Donc en fait, à partir du moment où on se dit qu'est-ce que je vais faire pour améliorer la performance de mon organisation, améliorer le confort de mes salariés, on arrive très très vite sur la réunion. Et après, alors moi quand j'accompagne des organisations, j'essaie autant que possible d'observer des réunions. Parce qu'on voit tout, en fait. Enfin, on voit beaucoup de choses. Mais j'aime bien aussi raconter une anecdote. Il y a une organisation publique avec laquelle je travaille. Mais la première fois que je les ai vus, je leur ai dit « Combien de temps en moyenne vous passez en réunion ?» Et les managers m'ont dit 17 heures par semaine. Donc, énorme. Ce qui est pas mal. C'est costaud. Ça n'a jamais été mon cas, je pense. Avec 15, 20, 25 personnes par réunion, et tu peux imaginer ce que ça veut dire. Et donc, et je leur dis, écoutez, ça tombe bien, si vous passez autant de temps en réunion, ce que je propose, c'est de venir passer une semaine
chez vous, mettre à disposition et observer vos réunions. Et figure-toi, sur 20 personnes, il n'y en avait pas une seule qui avait une seule réunion cette semaine-là. Donc en fait, dès que je propose d'observer des réunions, c'est tellement intime finalement, c'est tellement intime qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui hésitent à s'exposer au regard de l'autre. Ouais. On reviendra d'ailleurs sur ce point, je pense que c'est diablement intéressant et merci de prendre l'exemple très concret. Alors c'est du public, on ne saura pas qui, mais je trouve que c'est important parce qu'effectivement là-dessus c'est une vraie question effectivement de se dire l'utilité entre la personne qui doit participer, la personne qui parle, la personne qui présente, la personne qui prend des notes, la personne qui est juste là en spectatrice. On reviendra sur tous ces points-là. Moi j'ai quand même un point avant de rentrer dans ce niveau de granularité, c'est quel est ton parcours? Quels ont été les grands virages qui ont amené à être réuniologue? C'est-à-dire, je veux dire, c'est spontanément comme ça, je ne sais pas quel est le parcours effectivement officiel ou officieux d'un réuniologue. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ok, où est-ce que je commence? Alors, je fais souvent un exercice, moi, dans ces interviews, c'est essayer de le faire en 1 minute. Ok, en 1 minute. Alors, tu vois, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Hein, non, mais en 1 minute, je vais essayer. Donc, moi, je suis vétérinaire. J'ai fait 2 ans de prépa, 4 ans en école vétérinaire à l'école d'Alfort. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que mes parents rêvaient de voir quelqu'un de la famille revenir à la terre, ce que j'ai clairement pas fait. Et donc, une fois à l'école, je me suis rendu compte très très vite que ce qui m'intéressait, c'était un peu les cours, mais beaucoup plus mettre en mouvement des collectifs. Donc, être représentant des étudiants en conseil d'administration, ensuite créer un ciné-club, ensuite être président du cercle, ensuite être président de l'accueil, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est pas chercher les honneurs, mais c'est créer des collectifs et les mettre en mouvement. Et très, très vite, c'est imposé à moi l'idée que finalement, c'est en réunion que l'on met en mouvement des collectifs pour définir le projet, créer l'équipe, les mobiliser, définir les plans d'action, les corriger, célébrer les succès, ainsi de suite. Et en même temps, dans ma tête, il y avait une sorte de rêve personnel qui était d'être un grand patron, un directeur général. Je voulais être DG quand j'avais 40 ans de moins qu'aujourd'hui. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui est vraiment très compliqué pour moi, c'est de prendre une décision. Et donc, il y a eu une situation assez complexe où d'un côté, je voulais faire bouger les choses et de l'autre côté, être pas très à l'aise avec la prise de décision. Et donc, en fait, ça fait juste 40 ans que je fais prendre mes décisions par les autres en réunion. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai accepté cette situation lorsque j'ai eu 35 ans, 40 ans. Et une fois que j'ai accepté l'idée que je ne serais jamais un grand patron, mais que peut-être je pouvais être capable de animer des communautés, mettre en mouvement des collectifs, je me suis mis un peu plus là-dessus. Et donc, j'ai passé 5 ans dans le conseil, 26 ans chez Danone, dans des postes internationaux, y compris donc à l'étranger, 9 ans à Amsterdam. Là, j'ai animé en gros 13 000 réunions dans 45 pays. Et donc, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me parlait et dans lequel j'avais fini par acquérir une certaine compétence. Je sors de Danone, je fais une 3e formation coaching. J'en avais fait une à Amsterdam, une à Londres. Je vais chez HEC ou HEC, je ne sais jamais comment il faut le dire. Et donc, je fais une formation et durant... La haute école de coaching, non? Non, c'est non plus haute étude culinaire, ça c'est Bocuse. Okay, non, c'est haute étude commerciale. Ah oui. Il paraît qu'il faut dire HEC, alors que finalement... Oui, bien sûr, évidemment. Mais peu importe. Et bref, et donc, j'ai fait 1 an de formation là-bas, un peu moins. Et durant cette formation, je me suis rendu compte que le coaching, c'est compliqué pour moi parce qu'il faut être patient. Ah oui, clairement. Il faut poser des questions, attendre que ça sorte. Et en même temps, comme il y avait cette passion pour les réunions, je me suis dit, Toi, tu voulais de l'immédiateté, tu voulais que ça bouge tout de suite, et puis tu voulais du collectif. Souvent, le coaching, c'est aussi individuel. Mais ce que je veux surtout, c'est que immédiatement, les gens passent à l'action. Et donc, c'est comme ça, j'ai créé cette activité. Alors, la marque m'est tombée du ciel, c'est comme ça, réuniologie, réuniologue. Certains ont dit, ouais, mais réuniologie, ça fait un peu comme scientologie. Je leur dis, oui, ça fait aussi comme œnologie, donc ça fait pas tant de mal. Ouais, pour moi, c'est pas un sujet, ça. C'est pas un sujet. Non, puis tu l'as dit, tu comprends quand même spontanément assez vite le concept, quoi. Et c'est ça qui est important. Et donc, j'ai lancé mon activité fin 2017, début 2018. Ok. Donc vraiment pré-Covid, tu as eu cette idée-là, etc. Est-ce que, j'en parle finalement assez peu du Covid, mais est-ce que le Covid a considérablement accéléré justement cette envie de faire évoluer le format des réunions et la façon dont on les travaille, etc. Ou pas du tout, ou c'était juste, c'est resté effectivement dans la droite ligne de ce que tu avais vécu depuis le lancement en 2017? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que
dans la méthode que je pousse, elle s'applique à tout type de réunion, donc un one-to-one, mais également un séminaire qui va durer 3 jours. Donc en fait, il y a des choses qui sont complètement communes. Le Covid a transformé pas mal de choses. Bon, d'abord, ça a permis aux gens de découvrir de s'équiper avec des moyens pour communiquer à distance, les plateformes de visioconférence. Il faut se rappeler qu'il y a 5 ans, il y avait beaucoup d'ordinateurs qui n'avaient pas de webcam. Où il y avait beaucoup d'organisations qui n'étaient que sur des ordinateurs fixes, et maintenant on est tous avec des portables. La deuxième chose, c'est que ça a amené donc à découvrir combien il peut être pénible aussi d'être derrière un écran toute la journée. Et puis, les suites du Covid, je ne sais pas si c'est la conséquence, mais on a développé le télétravail. Donc forcément, les pratiques en réunion ont été réinspirées, réinventées durant la période du Covid, mais surtout à transformer maintenant les modalités de travail, le fameux travail hybride. Donc forcément, ça a un impact sur les réunions. Oui, mais justement là-dessus, je me dis, tu vois, en tout cas, c'est le cas au niveau international, mais surtout en France, parce que moi je l'ai vécu, mais on l'a fait à marche forcée, et donc tu te retrouves à vouloir faire évoluer les formats, le séquençage, les participants, ce genre de trucs, enfin les modalités et la configuration des réunions. Mais finalement, nous, on s'est un peu cassé les dents. Moi, je me souviens, parce qu'on était une boîte qui grandissait, etc. Et donc, on a essayé de faire évoluer. Il n'y avait pas vraiment de règles, en fait. Il fallait composer avec, effectivement, je dirais, l'état d'esprit de la boîte et puis le job que tu faisais aussi, le métier, le secteur dans lequel tu étais. Donc, c'est ça qui était complexe. En fait, on n'avait pas de règles à l'époque. Aujourd'hui, il y a des règles, tu vois. Enfin, c'est pas des règles, mais en tout cas, il y a des choses un peu établies, des quick wins où tu peux te dire, voilà, comment j'organise une réunion, il faut un ordre du jour clair, ce genre de choses, etc. Nous, à l'époque, quand tu faisais de l'hybride, il y avait des gens en présentiel, des gens en distanciel, etc. C'était un peu le Bronx, quoi, tu vois. Oui, je te rassure, ça continue à être le Bronx dans certaines organisations. Alors, je ne sais pas comment répondre à ça. J'ai envie de me répéter, entre guillemets, en disant les bonnes pratiques de réunion, elles s'appliquent quelles que soient les modalités. Donc là, tu viens d'en rappeler quelques-unes. Avoir un objectif, avoir les bons participants, mettre en place des stratagèmes pour que les gens viennent préparer, ce qui est quand même parfois un challenge. Ensuite, veiller à ce que tous les gens qui soient là soient des acteurs et non pas des figurants, à mettre de l'énergie, à supprimer les réunions d'1 heure. Donc, il y a plein de choses qui existaient avant, finalement, l'hybridation du travail, mais qui aujourd'hui sont encore plus essentielles pour que les gens ne vivent pas un enfer. Alors, moi, j'ai quand même une question importante là-dedans. C'est... toi, tu accompagnes des clients aujourd'hui justement dans la métamorphose de leur configuration de réunion. Qui doit porter ce changement ? Est-ce que c'est, tu vois, un directeur des opérations ? Est-ce que c'est chaque manager individuellement ? Est-ce que c'est au cas par cas, tu vois ? Est-ce que c'est un ou une DG ? Qui doit porter ce changement-là, déjà ? Alors, ça dépend quand tu le regardes. Tu peux le regarder, si tu regardes par une équipe, tu peux très bien avoir un patron d'équipe. Moi, j'ai vécu ça pendant un moment, un patron d'équipe qui était obsessionnel de la qualité des réunions et qui s'est servi de moi comme instrument de cette obsession. Donc, en fait, tu peux très bien, dans une organisation, avoir la direction marketing qui a des réunions extraordinaires alors que la direction des opérations, c'est dramatique. Oui, mais ça, c'est plus un sujet management et pilotage, finalement. Donc, c'est la personne qui est... Exactement. C'est le leader de l'équipe peut, lui, dire la réunion, nous y passons 10 heures par semaine. Il faut que ce soit des moments puissants. Il faut que personne sorte de là en disant « j'ai perdu mon temps ». Or, dans 50% des cas en France, quand on sort de réunion, on dit « ah, j'ai perdu mon temps ». Une réunion sur 2, c'est quand même dramatique. Alors après, si tu veux vraiment transformer une organisation dans son ensemble, il faut que ça vienne du haut. Le poisson pourri par la tête, ou l'escalier se balaye en commençant par le haut. Mais dans tous les cas, si tu veux que ça change, et moi, les succès que j'ai dans des entreprises de taille intermédiaire, c'est lorsque les patrons, s'approprient la méthode, mesurent de quelle manière ça transforme leurs pratiques dans leurs instances de direction, et que ça avoir un effet, équivalent dans les autres organisations, les structures qui sont sous leur responsabilité. Ouais. Mais en fait, il faut que le patron se dise, moi, Louis m'a dit que je ne commençais pas une réunion sans dire bonjour. Je vais me mettre à dire bonjour quand je débute ma réunion et je me rends compte que ça a un impact. Et donc, je vais ensuite inciter l'organisation à appliquer la même chose. Alors, bonjour, c'est le premier des conseils, mais il y en a plein d'autres.
qu'on retrouve d'ailleurs dans un de tes bouquins, qui est donc il y a la réunionnite, ça suffit, et vivre sa vie en mode Skype. Et le bonjour est dedans d'ailleurs. Tu as un exemple très concret. On reviendra là-dessus. Moi, j'ai un point que je voulais évoquer avec toi, c'est, on a parlé de modifier les réunions. Quels sont les signes avant-coureurs du fait que tu as besoin de modifier ta config de réunion? Est-ce que tu as parlé tout à l'heure de sensation de perte de temps? Bon, ça, ok, hein, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Quels sont les autres signaux que tu peux retrouver, soit avant, soit pendant, soit après les réunions, pour te dire, bon, ok, là, il y a un truc qui va pas. Il est temps de changer un peu le modèle. Alors, quels signaux? Alors, à mon avis, il faut aller les Alors, il y a un premier signal, ça y est, Yannick qui me dit, il y a un premier signal qui est exprimé par un Américain qui s'appelle le MRS, le Meeting Recovery Syndrome. En français, ça se traduit par le temps que l'on passe à la machine à café pour se plaindre de la mauvaise réunion qu'on vient de quitter. Ok. À quelle fréquence il nous arrive d'arriver dans la machine à café ou truc, tu viens d'où? Ah, j'étais avec la réunion avec Paulette. Et alors, c'est l'enfer comme d'habitude. Donc déjà, bien sûr. il y a une sorte de comment dire, d'ambiance qui circule dans l'organisation. Une autre façon... Qui est assez néfaste aussi, par ailleurs. C'est dramatique. Ouais. C'est dramatique parce que c'est toxique, effectivement, les gens qui passent leur temps à se plaindre et en plus, ceux-là, parfois, il y en a qui ne sont pas du tout acteurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage, ou alors offrent pas l'opportunité, mais le courage d'aller dire à Paulette, écoute Paulette, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour t'aider pour préparer ta réunion? Donc, ils préfèrent se plaindre à la machine à café. Mais une autre façon de faire, c'est, on va y venir peut-être, mais il y a 3 secrets dans la réuniologie. Je vais finir par le dernier, c'est faire mieux demain. Toute réunion doit se terminer par un tour de table pour permettre aux gens qui sont là d'exprimer un peu de leur ressenti et justement pour éviter ce MRS. Et donc, à partir du moment où tu finis une réunion en disant, alors, qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on vient de faire là? Et si on devait faire mieux la prochaine fois, qu'est-ce que ça pourrait être? Tu vas petit à petit remonter des informations et tu vas sortir des choses extrêmement concrètes. Alors moi, je suis en phase, hein, pardon de te couper, je suis complètement en phase avec ce que tu dis, mais ça veut dire que tu sous-entends que la parole est déjà libérée dans la boîte, parce qu'en fait, tu peux te retrouver face à des collaborateurs qui disent... Enfin, soit il y a ceux qui disent non, c'était pas mal, tu vois, et puis qui disent rien, et qui pourraient un peu le truc continuer à la machine à café dont tu parlais tout à l'heure, ou d'autres qui disent putain, c'était vraiment de la merde, et tu vois, donc c'est pas facile de jauger ça, je trouve, tu vois. Alors moi, je suis très... on va passer le coq à l'âne, mais c'est un peu lié. Hein. Moi, j'étais très marqué par une vidéo que je recommande sur TED, avec une personne qui s'appelle Sheila In. En gros, elle dit, moi, j'ai bossé pendant 20 ans pour apprendre aux gens à faire du feedback. Okay. Bon, et ça sert strictement à rien. Enfin, je gagnais beaucoup d'argent avec ça, mais ça sert à rien. Si vous voulez mettre en place une culture du feedback dans l'entreprise, il faut que le patron demande du feedback. C'est-à-dire il faut que chaque leader soit capable, à l'issue de chaque réunion, de dire, bon, écoutez les amis, avant qu'on se quitte, dites-moi ce que vous avez pensé de la réunion. Alors, bien sûr, au début, on va être dans la glasnost. C'est-à-dire où on va être plutôt dans... Bon, les gens ne vont pas dire les choses. Ouais. Mais petit à petit, les choses vont se lâcher. Okay. Petit à petit, les gens vont dire, bah, chef, c'était pas mal, mais pourquoi... Ce qui nous manque, c'est ça, etc. Pourquoi faut-il toujours qu'on démarre avec 10 minutes de retard Pourquoi les slides du comité de direction, on les reçoit le dimanche soir pour le comité qui commence à 10h? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, petit à petit, il faut aller chercher les gens. Et moi, ce que je fais souvent, si tu veux, je passe beaucoup de temps dans des comités de direction, COMEX, et puis je les observe. Mais je fais rien. Alors, parfois, pendant 4 heures, 8 heures, c'est un petit peu long. Mais à la fin, si j'ai le temps, et si m'autorisez à le faire, je leur dis, allez, on va faire un petit jeu, vous sortez des post-it. Okay. Premier post-it, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Deuxième post-it, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois? Et moi, je raconte une anecdote. J'ai fait ça un jour avec quelqu'un. Il se trouve que je vais dîner avec elle ce soir. Et donc, on fait ça, 12 personnes. Et en fait, elle m'appelle la veille en disant, ah Louis, demain, j'ai une réunion, ça va être un désastre. Okay. J'aimerais que tu sois là. Mais ok, je vais venir. Ouais. J'assiste. À la fin, on se garde un quart d'heure. Bon, vous sortez les post-it, très bien. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois? 12 personnes. Premier tour de table. Ouais, bonne ambiance, on a couvert l'ordre du jour, c'était sympa, les choses avancent, etc. Deuxième post-it, il y en a 6 sur 12 qui disent ce serait bien qu'on traite les vrais sujets. On est resté dans du superflu ou du superficiel. Voilà. Ouais. Et donc, si tu provoques pas cette capacité, ouvrir la capacité des gens à dire ce qu'ils vivent, effectivement, tu restes dans le déni, dans la médiocrité, dans la complaisance. Mais il faut oser. Et donc, je reviens à Sheila In. En tant que patron, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois? Ouais, dans l'amélioration continue. Ouais, c'est un bon secret. J'aime beaucoup. Ça, c'était le premier. Il y en a 2 autres. Oui.
Quel est le deuxième? Alors, c'était le troisième, j'ai dit. Hein. Oui, tu as commencé par le dernier. On est perdu là, ça y est, on est perdu. Ou pas. Tu veux le deuxième ou le premier? Alors, je fais le premier. Je te laisse me dire. Le premier secret de la réuniologie, c'est commencer par la fin. Quand je décide une réunion, quand je lance une réunion, quand je lance un sujet en réunion, je dois être capable de formuler en mots extrêmement simples le résultat concret que je veux, avec lequel je veux partir. Mais c'est effroyable. Le nombre de fois où on assiste à des réunions, bonjour, je viens vous faire un point sur le projet. Okay. Ah, tu veux une discussion de bistrot alors? Ça tombe bien. Mais non, si je mets le sujet à l'ordre du jour, c'est que j'ai un problème, c'est que j'ai une question. Ou j'ai besoin d'une validation, j'ai besoin d'une décision. Exactement, mais c'est concret. Donc écoutez, je suis sur ce projet, j'ai un problème, je voudrais m'en sortir, je vous ai réunis pour me donner des idées que je vais pouvoir explorer. Ou bien on a deux options, je vous ai envoyé un document préparatoire pour que vous commenciez à lire, mais entre A et B, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien, tiens, sur ce projet, moi je ne vais pas faire tout seul, j'ai besoin de votre aide, donc je veux sortir de cette réunion avec un plan d'action. Mais je ne suis pas là pour faire un point sur le projet. Donc premier secret, commencer par la fin. Et je peux dire que c'est vraiment un vrai challenge pour beaucoup d'organisations d'être capable de formuler en mots extrêmement simples ce que c'est que l'objectif d'une réunion ou bien l'objectif d'un sujet dans une réunion. Deuxième secret, c'est tous acteurs. Qu'est-ce que je fais? T'as personne près du radiateur au fond à gauche qui est en train de regarder ses mails, c'est ça? Oui, pendant, mais également avant et après. Okay. Donc, qu'est-ce que je mets? J'en ai déjà dit deux mots tout à l'heure. Qu'est-ce que je mets en place comme stratagème pour que les gens soient acteurs avant la réunion? Pour de manière à être acteurs pendant la réunion et surtout qu'ils sortent de la réunion en sachant exactement de quelle manière ils vont être acteurs après la réunion. Bien sûr. Et je vais te dire un truc, ça c'est une découverte que j'ai faite petit à petit, etc. En fait, dans une population, il y a la moitié des gens qui sont extravertis, d'accord, qui trouvent les idées en parlant. Voilà. Sacha Guitry dit une phrase que j'aime bien, il y en a qui parlent jusqu'à ce qu'ils aient trouvé quelque chose à dire. Ouais. Bon. Et donc, de l'autre côté, c'est l'humour un peu cynique de Guitry. De l'autre côté, il y a des gens qui sont introvertis. C'est quoi un introverti? C'est pas un timide. Un introverti ou une introvertie, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir avant de prendre la parole, qui a besoin de silence pour prendre la parole. Et donc, si tu déclenches des réunions sans offrir la possibilité à 50% des gens qui seront là, qui sont des introvertis, de préparer, ils sont pas acteurs. Donc, ça veut dire que intentionnellement, mais pas, sans peut-être t'en être rendu compte, tu as décidé que 50% des gens qui seront dans la salle ne seront pas des acteurs de la réunion. Et donc, qu'est-ce que je fais en amont? Qu'est-ce que je fais ensuite durant la réunion pour créer les conditions de la contribution de chacun? Les conditions en prenant en compte les différentes typologies de profils qui sont présents, bien sûr. Exactement. Et créer des conditions de sécurité psychologique. C'est lourd comme expression, je trouve. C'est lourd, mais c'est quand même essentiel. C'est une certaine Amy Edmondson, elle vient de sortir un super bouquin sur comment se tromper intelligemment. Mais elle a beaucoup écrit sur la sécurité psychologique, la capacité à prendre des risques interpersonnels dans un groupe. Et il y a une boîte, alors je suis obligé de citer leur nom, mais je crois que tout le monde les connaît, qui s'appelle Google. Ils ont fait une étude de 2012 à 2015. Ils ont fait le tour du monde. Ils ont, expertisé 180 équipes pendant 3 ans, et en se disant, qu'est-ce qui fait qu'une équipe est performante? Et ils sont revenus, on est super déçus, la performance de l'équipe ne dépend pas de la qualité des individus. Alors, de quoi ça dépend? De la manière avec laquelle les gens interagissent dans l'équipe. Et le premier prédicteur de la performance d'une équipe, c'est la sécurité psychologique, donc la capacité qu'a chaque individu à prendre des risques interpersonnels dans le groupe. Je peux me tromper, je peux ne pas savoir, je peux poser des questions. Oui, bien sûr. Voilà. Et cette sécurité psychologique, je finis après, parce que elle repose sur 2 choses. La sensibilité sociale, la capacité qu'a chacun dans le groupe de capter ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et la deuxième chose, l'équité du temps de parole. Donc j'ai face à moi des introvertis, des extravertis. Qu'est-ce que je fais pour que les extravertis ne dominent pas la conversation et que l'introverti, qui a un processus de création d'idées, de commentaires, etc., différents, trouve sa place dans la réunion? Alors, merci pour toutes ces idées. J'ai envie de rebondir sur les 12 idées que tu as listées là. La dernière, pour commencer. En fait,
Permets-moi, je ne remets pas en doute ton expertise, bien au contraire, mais sur l'équité du temps de parole, moi j'ai vécu beaucoup de réunions où effectivement il y avait des gens qui monopolisaient la parole et d'autres qui effectivement on sentait frustrés parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. Ça, je l'entends. Après, l'équité du temps de parole, ça me semble pas casse-gueule, mais ça me semble pas évident à respecter. Le fait que chacun ait la possibilité de s'exprimer, ça oui, mais du coup, c'est difficile finalement de doser l'équité du temps de parole dans une réunion, tu vois, parce que l'implication de chaque individu n'est pas la même pour un projet, tu vois, X ou Y. Ah bah oui, donc enfin, si effectivement, tu fais venir dans une réunion, le chef de projet, 2 ressources clés et puis des autres qui sont, un peu moins actifs, qui sont Ouais. nécessaires et cetera, bien évidemment, ce ne sera pas équitable. Mais truc qui est enfin, tout à l'heure, on a parlé de réunions à distance. Ce qui est génial, c'est qu'avec les réunions, que l'on peut faire à distance, c'est beaucoup plus facile de gérer Ouais. l'équité de temps de parole. Mmh. Puisqu'en fait, tu es contraint à le faire, enfin, tu es contraint, c'est plus facile. Là, je viens juste d'animer une session, donc il y avait, 6 personnes, pas trop de monde, hein. Mais à partir du moment où chacun est derrière sa caméra et que tu annonces au début de la réunion: «Je vais vous interpeller de façon nominative pour être sûr que tout le monde parle» Mmh. et que tu le fais, c'est facile. Ouais. Alors ça, je rebondis encore dessus, on digresse, mais t'inquiète, pas de sujet, c'est tout l'objectif de l'épisode. De mon expérience et puis des discussions que j'ai eues avec plein de collaborateurs, des anciens collaborateurs, des actuels, etc., cette notion d'interpeller nominativement, elle permettait effectivement de s'assurer que la personne pouvait intervenir si elle le voulait. Mais il y avait aussi un peu cette notion, tu vois, comme quand tu es en classe et que tu n'as pas appris ta leçon, tu vois, ou pas, ou même que tu as envie d'être un peu tranquille parce que tu suis le cours, mais tu n'as pas envie qu'on fasse appel à toi, tu vois. Et donc, il y a un peu cette notion de, tu vas pas d'agression, calmons-nous, mais où tu vas tirer un peu la personne de son truc dans laquelle elle est, tu vois. Est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, en fait, faut pas qu'elle assiste ou que les réunions sont finalement pas assez importantes pour que la personne, tu vois, soit sortie de ce truc? Mais je trouve que le fait d'interpeller quelqu'un dans une réunion, finalement, je sais pas, je trouve que c'est particulier. OK, alors je vais commenter. Oui, c'est particulier, il y a des gens qui sont pas très à l'aise. Néanmoins, tu as des choses à faire pour qu'ils soient à l'aise. Mmh. Donc on a déjà évoqué le fait de pouvoir leur offrir la possibilité de se préparer. Mmh. Première chose. Ouais. Deuxième chose, c'est en début de réunion, installer les conditions du succès. C'est-à-dire, notamment faire ce qu'on appelle une inclusion, une connexion, donc donner la parole à chacun pour que chacun se sente accueilli dans le collectif. Ok. Et qu'il entende une première fois sa voix dans la salle et en se disant, comme je l'ai entendu une fois, peut-être que je pourrais reprendre la parole plus loin. Mmh. Ensuite, tu vas expliquer que tu veux que tout le monde est là parce que tu veux que tout le monde puisse contribuer et que c'est pas simplement le bavard ou la dominante qui va. Donc, Bien sûr. bon, et ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas donc activement, en tant qu'animateur, aller chercher les gens. Alors bien sûr, s'il y a un gars qui est collé au radiateur, comme tu dis, et qui est là juste pour ne pas être interrogé, tu peux te demander, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de lui? Mmh. Moi, généralement, quand j'étais en fond de classe, au fond du radiateur, j'étais là parce qu'on me l'avait imposé. Oui, c'est ça. Hein. Bon, et puis prendre le temps à nouveau, je reviens au troisième secret, prendre le temps à la fin de la réunion. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Ouais, bien sûr. Et je rajoute un dernier truc. Mmh. Il y a un mec il y a des gens là qui s'appellent Klaxoon et le patron, Bien sûr. Mathieu Becher, il a une phrase que je trouve géniale: «L'oral n'est pas démocratique». Mmh. Donc en fait, comment se dire si ma réunion est uniquement fondée sur l'oral, ce n'est pas démocratique. Donc qu'est-ce que je fais pour remettre de la démocratie en remettant de l'écrit dans la réunion? Mmh. Donc ça peut être une co-contribution en amont de la réunion. Je fais un ordre du Et en jour aval aussi, du coup. et en aval après. Ouais. Et dans la réunion, à un moment, j'arrête et je dis: «Attends. On va sortir des post-it». Mmh. Ou bien on va aller dans le chat, mais on va faire ce que certains appellent le 1, 2, 3 de chatter, c'est-à-dire que vous appuyez pas sur retour chariot. OK? Ouais. Vous tapez et ça y est, tout le monde a répondu? Maintenant, vous appuyez sur retour chariot. Ok. Et là, tu dis: «Bah tiens, Mmh. qui veut commencer?» Ouais. Et ça marche ça. Ouais, bien Ça sûr. marche. Ouais. Et les gens à la fin, ils te disent enfin, ils te disent: «Mais je pensais pas que j'allais pouvoir prendre la parole», Mmh. si tu leur poses la question. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils ont vu qu'en mettant un petit peu d'exigence, un peu de cadre, Mmh. tu leur donnes de la place. Mmh. Dernier truc qui est Vas-y. dernier truc qui est rigolo. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle l'esprit de l'escalier. Mmh. L'esprit de l'escalier, moi je croyais, mon chef il me parlait de l'esprit d'escalier, je croyais qu'il il avait une première idée, puis ensuite il a une deuxième idée, Ouais. une troisième. En fait, c'est pas du tout ça. C'est un truc qui date du XVIIIe siècle. L'esprit d'escalier, c'est quand tu quittais le salon, tu trouvais l'idée une fois dans l'escalier.
Ok. C'est exactement ça. Donc, c'est des gens qui ont besoin de ruminer, de malaxer ce qu'ils ont entendu pour être intelligents. Donc, comment je fais pour gérer l'esprit d'escalier? Et on a tous assisté à des réunions où tu as quelqu'un qui a rien dit, qui a bien écouté, et à la fin, après la réunion, elle t'envoie un email en disant vous Je savez, rebondis, ça m'a fait penser à un truc, etc. ouais, et Bien sûr. il faut bien lire ce qu'elle va écrire. Ouais. Parce que généralement, cette personne, Ouais, bien sûr. elle a une capacité d'intégration, de synthèse qui est parfois bien supérieure à tous les bavards de la réunion. Et du coup, tu évoquais un point. Alors, tu évoques Klaxoon, moi je connais bien, qui font partie de ces outils effectivement qui permettent de faciliter le travail hybride. Il y a des boîtes qui ont pris le contre-pied effectivement de la réunion, qui est le zéro réunion, et qui ont la culture de l'écrit. Je pense à Alan en particulier, que j'ai déjà reçu, que je dois recevoir incessamment sous peu, où eux, concrètement, c'est grosso modo, s'il n'y a pas de réunion, on fait tout par écrit, on s'envoie tout par écrit, on fait des notions et des choses comme ça. Là-dessus, spontanément comme ça, alors il me disait que ça marchait jusqu'à un certain moment, je crois qu'aujourd'hui, je sais plus combien ils sont 4 ou 500, bon, beaucoup plus que ça. Il y a effectivement un espèce de plafond de verre, un peu, mais comme pour beaucoup de choses, c'est pas forcément très scalable, j'imagine, pour lâcher un mot de start-up. Toi, ton sentiment là-dessus, c'est quoi? Alors d'abord, si tu invites Jean-Charles Samuelian, tu peux lui dire que ça fait 4 ans que je lui ai demandé qu'on se rencontre et que je puisse observer la vérité dans cette entreprise. Et vérifier. Oui, la vérifier. Non, la vérifier. Non, pas vérifier, je ne veux pas un contrôleur des impôts, mais juste voir comment ça se passe. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Et ça doit être assez passionnant. Ouais. Bah oui, moi j'aimerais bien voir. Bon, comment ils font avec leurs clients, comment ils font avec si c'est tout comme ça. Moi, ce que je trouve génial dans ce qu'il raconte, mais vraiment génial, hein, c'est ce travail sur, par rapport à une décision qu'on doit prendre, on ouvre un espace donc collaboratif écrit et dans lequel les gens dont je viens de parler tout à l'heure, hein, tout le monde va pouvoir prendre la parole. Et notamment dans le monde de la tech, hein, il y a des gens qui sont extrêmement introvertis. Tu as des gens qui ont des geeks. Bien sûr. Moi, récemment, j'ai animé une session là, dans le monde de l'agile. Et à un moment, je dis, bon, attendez, on va prendre un petit peu de temps. Je fais silence 2 minutes pour que vous puissiez réfléchir. Et il y a un type au fond de la salle qui dit, mais moi, monsieur, il me faut 20 minutes. Et à la pause de la session, on est tous allés manger des pizzas. Lui, il est resté tout seul dans la salle, alors que tout le monde est en train de casser la croûte. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Donc, je reviens à Alan. Je trouve que la manière avec laquelle, sur des sujets, structurants, ils posent la question. Et ce qu'ils disent dans leurs écrits, c'est qu'ils passent beaucoup de temps à formuler la question. Oui. Beaucoup de temps. Et ensuite, ils ouvrent le débat par écrit en disant qu'est-ce que vous pensez de ça, et ensuite ils rassemblent. Moi, je trouve ça remarquable. Mais en même temps, alors peut-être c'est un bavard qui te parle, mais moi j'ai besoin de sentir les gens, quoi. En plus, imaginez que le gars qui est à côté de moi, il est en train de travailler sur le même sujet que moi, mais je lui parle pas comme ça, il faut que je passe par un Notion ou je ne sais quel outil pour communiquer. Ça me... Voilà. Oui, mais ça rejoint aussi l'importance de... je vais pas repartir sur le travail hybride, mais de l'importance des rapports que tu peux avoir. Tu parlais de machine à café tout à l'heure, des discussions informelles qui se passent à la machine à café aussi, où là, il y a de l'échange d'informations qui n'est pas toujours banal. Ça peut être aussi du travail, tout simplement. Et donc, cette notion de se voir en physique ou en tout cas d'échanger lors de moments un peu privilégiés, intimes, la réunion, donc, finalement, c'est quand même assez productif. Oui, et en plus, si tu veux, à distance, on maintient donc la connexion des équipes, mais dans le silo. Quand tu es que à la cantine et que tu pousses ton plateau, le gars à ta droite, le gars à ta gauche, c'est un gars avec qui tu n'as aucun contact dans le cadre des projets. Et peut-être auquel tu ne penses jamais, en tout cas, tu ne vois pas toutes les semaines dans la réunion, le weekly. Donc en fait, il va se passer des rencontres qui ont créé de l'intelligence, qui ont créé de l'innovation. Tu sais ce qu'on a dit, hein, on a dit, ouais, le télétravail, c'est formidable, c'est pareil, même productivité. Il y a des gens qui commencent à poser la question. Ils se sont rendus compte qu'il y a la même productivité pendant le télétravail tant qu'on était sur des activités petit peu de run. Oui, bien sûr. Et au bout du moment, à la fin, là, quand ils se sont dit on reste en télétravail, à distance, on supprime toutes ces interactions informelles, etc., ils se sont rendus compte qu'il manquait maintenant de créativité, d'idées pour renouveler le machin. Ouais. Alors, moi, je reviens juste sur un point tout à l'heure. C'était beaucoup plus tôt dans l'échange, mais comme on digresse bien, et c'est fait pour ça. Tu parlais de l'exemple de Google, où effectivement, ils les avaient suivis, et ils parlaient de cette notion, tu vois, de performance, en fait, et de se dire, en fait, la réunion, c'est aussi... optimiser le format de réunion, la configuration, la façon dont c'est le déroulé, le séquençage, etc. C'est un bon moyen d'optimiser la performance des collaborateurs.
Moi, je le mets allez, je le confronte pas, mais je mets au regard aussi de ce que ça peut avoir comme impact sur l'épanouissement du collaborateur. Parce que le premier exemple que tu prenais, c'était le mec à la machine à café ou la nana qui dit « Ouais, putain, c'était vraiment trop relou cette réunion, etc. » Est-ce que ces impacts-là, est-ce qu'ils s'entrechoquent? Enfin, est-ce que on peut, est-ce qu'ils sont, je veux dire, traités en même temps? C'est-à-dire, est-ce que on peut avoir un impact à la fois sur la performance et sur l'épanouissement du collaborateur? Est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut se dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est juste qu'en fait, les collaborateurs, ils bossent plus, ça soit, et leur libérer du temps pour autre chose? Tu vois, quels sont toi, dans le concret, dans ce que tu vis au jour le jour, au quotidien, les boîtes sont, est-ce que c'est un équilibre savant entre les deux? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres éléments d'impact qui rentrent en ligne de compte? Quel est le bon, quel est le bon équilibre entre les deux? Alors, je vais essayer de répondre à cette question, mais je vais d'abord rappeler un truc. Les gens qui sont penchés sur la performance de leur organisation, donc ils s'appellent les monastères bénédictins, ils s'appellent le lean management, ils s'appellent l'holacratie, ils s'appellent l'agile en développement informatique. Ces gens-là, ils sont allés chercher, ils se sont dit, qu'est-ce que je fais pour que les gens soient efficaces dans ce qu'ils font? Donc, Aura et Labora, lean management, productivité absolue, mais en même temps, en utilisant le potentiel des individus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Ils ont développé des rituels extrêmement précis. Que ce soit les 7 à 9 messes dans un monastère, que ce soit les AIC dans le lean management, que ce soit les daily, weekly, grooming, etc., qu'il peut y avoir dans l'agile, que ce soit les réunions de gouvernance, les réunions de triage qu'il y a dans l'holacratie. Donc ces gens-là, ils se sont dit, on va être obsessionnels de notre performance, performance, productivité, performance, satisfaction des individus, etc. Et ils ont créé des rituels. Et les rituels, on sait exactement ce que l'on fait. Dans un daily, dans le monde de l'agile, on sait que ça va durer 5 à 7 minutes. C'est juste pour mettre de l'énergie dans l'équipe. Dans l'holacratie, quand on fait une réunion de triage, c'est finalement une réunion de synchronisation. Par contre, dès qu'on a des problèmes de fond, on va les traiter en réunion de gouvernance. Donc, on a réfléchi à comment on fait fonctionner un collectif en fonction des besoins. Il y a un autre modèle que j'adore, c'est le modèle qui a été développé par Patrick Lencioni. Il dit il faut le daily pour mettre de l'énergie, le weekly qui est tactique, le monthly qui est un peu plus stratégique, où là on va traiter des sujets qu'on a identifiés en weekly, mais qu'on va pas traiter comme ça de façon extemporanée. On va être sûr que dans le monthly, on va passer le temps qu'il faut pour être là-dessus. Et puis on aura le trimestriel, la réunion à l'extérieur. Donc en fait, c'est des gens qui ont réfléchi. Moi, je vois tellement de réunions où il n'y a rien qui a été réfléchi. On va tout traiter. Le changement d'organisation, le rachat du concurrent, les problèmes de productivité, la taille du garage à vélo. Et tu te dis, mais attendez les gars, est-ce que ça mérite d'être tout ça avec les mêmes personnes dans la même réunion? Ouais, alors moi, je partage ton point de vue. En fait, bon, tu cites beaucoup je dirais, de structuration de réunions, et je pense que c'est pas mal. Et elles ont muté au fur et à mesure du temps, justement, avec ce qu'on a connu, crise Covid ou pas, les nouvelles façons de travailler, tout simplement. Mais en fait, moi, j'ai un vieil adage un peu pourri, qui est le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, je me suis rendu compte que on arrivait toujours en les réunions que j'ai connues, c'était en agence de communication digitale, c'était un peu à la one again. C'est-à-dire que tu arrivais, ça sortait il fallait que ce soit 1 heure, et puis il y avait une batterie de gens, il y en avait la moitié qui foutaient rien, etc. Et ça, finalement, ça nous coûtait un bras, ça nous coûtait du temps, c'est de la frustration. Et du coup, et petite anecdote, Harvard Business School avait sorti une application, mais alors ça date, il y a 7 ou 8 ans, qui te chiffrait le coût de tes réunions en fonction de ton TJM. Alors moi, ça me faisait bien marrer ça, du coup, bien marrer ou pas, j'avais envie de pleurer, bref. Mais après, en ayant structuré pendant pas mal de temps, des mois, potentiellement des années, des réunions, je sais pas que j'en suis revenu, mais je me suis dit, est-ce que le mieux, il n'est pas l'ennemi du bien? Et en fait, est-ce que entre trop structuré et pas assez, la vérité elle se situe entre les deux, tu vois? Est-ce que ce serait pas comme ça toujours le cas, ou est-ce que finalement, toi, avec ta vision d'expert, c'est de te dire non, en fait, c'est pas vrai, la vérité elle se situe à la sensibilité en fait de la boîte et du collectif? Bah oui, à un moment donné, il n'y a pas de question ce que tu m'as dit, je suis complètement d'accord avec toi. Chacun voit midi à sa porte, bien évidemment. Mais si tous les gens qui voient midi à leur porte ont le courage de faire une enquête auprès de leurs salariés en disant est-ce que vous êtes content avec ça, et que les gens disent on est super content,
Tu as tout juste. Oui, c'est ça le sujet. Ok. Mais le sujet est là. Est-ce que je prends le temps d'aller demander aux gens qu'est-ce que vous pensez des réunions Et je mets mon billet dans certaines situations. Les gens vont se dire peut-être qu'on pourrait faire mieux, peut-être que je pourrais travailler un peu plus, peut-être que je serais un peu moins stressé parce qu'à chaque fois que tes réunions elles dérapent, moi j'ai un gamin à la crèche, toi tu t'en fous parce que t'as des ados. Mais moi, et là tu pourris la vie des gens. Tu pourris la vie des gens. Pas de réunion après 16h30. Ou ça. Mais donc, alors. Tout à l'heure, tu as dit, moi, j'ai la chance d'avoir été formé pour être vétérinaire. On a un prof de chirurgie qui nous disait, vous savez, pour que ça se termine bien, il faut commencer dans la stérilité pour finir dans la propreté. Okay. Et il dit, si vous commencez à la propreté, ça va finir dans le... Okay. Ça va pas être propre. Ça va pas être propre. Donc, en fait, moi, j'ai plutôt tendance à être exigeant sur le cadre. Ouais. Et une fois que le cadre est posé, on peut laisser quand même de la liberté là-dedans. Mais un truc tout bête, démarrer sa réunion en disant « Écoutez, conformément à ce qu'on a écrit dans l'ordre du jour, ça va se terminer à 10h50. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ?» C'est-à-dire que toi, animateur de réunion, tu réitères ton engagement qui était peut-être écrit de terminer à 10h50. Je peux te dire qu'il y a une partie des gens dans la salle qui disent Ouais. Ou bien, bien sûr. Ou bien quand tu rentres et que là, tu as Paul qui, lui, on sait que Paul, c'est un poète, si tu veux, que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et forcément, il y a des gens qui vont passer un mauvais quart d'heure ou 4 mauvais quarts d'heure parce qu'ils seront dans une incertitude permanente. Oui, tu seras dans ce stress du timing, etc. Et c'est vrai que c'est une bonne question. Ça marche avec les rendez-vous clients aussi, où effectivement, on leur dit, souvent quand on va en rendez-vous, c'est jusqu'à quelle heure vous êtes disponible. Et après, tu adaptes ton contenu en fonction d'eux, même si tu as déjà un ordre du jour un peu posé. Du coup, j'ai quand même une question qui est à mon avis, qui va faire l'objet d'une anecdote. Tu vas nous le dire, mais c'est quoi la meilleure réunion à laquelle tu t'es assisté où tu t'es dit waouh, là il se passe un truc, il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se créer? Avant ou après ton intervention d'ailleurs, hein, Oh non, avant. Moi, il y a un truc qui revient là, tiens. Moi, j'ai passé quelques années chez Danone, quelques années chez Blédina. Je vous raconte une histoire. Il y avait le comité de pilotage de l'innovation. Une journée. D'accord, 9h, 17h. Alors moi, j'ai une fonction transversale, je m'occupais de nutrition et de réglementation, donc j'assistais à la totale. Okay. Les chefs de projet venaient présenter leur projet et ils venaient, comme je disais tout à l'heure, avec des problèmes. Là, je n'y arrive pas. Là, j'ai besoin d'idées. Mais surtout, ils venaient pour changer de phase. Okay. Donc, tu sais, on avait vraiment structuré le truc. Il y avait une première phase. J'ai des idées, je fais ça tout seul, je fais ça sur un coin de table, etc. Quand je dois passer dans un essai pilote, ça va coûter des ressources, etc. Donc, je dois venir voir le comité en disant « Bonjour, voilà tout ce que j'ai fait. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je passe à la phase suivante ?» Et donc, le ton de ce comité, c'est assez particulier. Donc, c'est mensuel. Il y avait tout le comité de direction. Tout le comité de direction, sauf la DRH. Okay. Mais il y avait le contrôle de gestion, le commercial, le marketing, les opérations, les achats. Tout le monde était là. Okay. Deuxièmement, ça commençait systématiquement. Il y avait une partie de l'équipe qui est là. Moi, j'en faisais partie, mais c'était les directeurs. Et le patron disait, vous savez, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les gens qui vont rentrer présenter leur projet, ils sortent avec des solutions à leurs problèmes et de l'énergie supplémentaire pour mener leur projet. Et je vais être super vigilant. Mais ça, c'est une ambition, c'est pas un résultat finalement. Enfin... Ah oui, c'est une ambition, mais je peux dire que le type était d'une exigence absolue. Ouais. Ça, c'est le DG. Okay. Et le patron de la R&D, c'était mon chef. Lui, il avait un grand principe qui était ne rien faire, tout faire, ne rien laisser faire. Donc, il s'était trouvé Lorraine, qui était une jeune ingénieure qui jouait le rôle de chief of staff. Donc, il préparait les réunions, les ordres du jour, vérifiait que les gens étaient prêts, etc. C'était le mouton à 5 pattes, quoi. Ouais. Dur. Oui, mais elle était indispensable. Oui, bien sûr, toujours. Et donc, ces réunions, c'était une fête. Et parce que les chefs de projet, en fait, il y a une autre astuce, ils venaient en binôme. Un projet était toujours piloté par un binôme, pas une seule personne. Et les gens arrivaient. Ah, Paul, alors c'est bien, là, j'ai vu ta dernière campagne de pub, c'est sympa. Et toi, Caroline, je crois que vous avez bien avancé avec Paul. Accueil sympa. Bon, alors maintenant, vous êtes là pourquoi? Tu veux passer de la phase 3 à la phase 4. D'accord, on t'écoute. Ok. Et quand, à la fin de chaque sujet, bon alors, attendez, donc on est d'accord, on passe de la phase 3 à la phase 4? Et là, mon patron fait le tour de table, il interpellait individuellement chaque membre du comité de direction. Tu es d'accord? Tu es d'accord? J'ai l'engagement de tout le monde. Sous-entendu, tout ce qui va se passer en aval de cette réunion, toutes vos équipes, dans les usines, dans le marketing, dans le commercial, vont se mettre
pas au garde à vous, mais c'est à disposition pour que ce projet soit un succès. Donc il utilisait ta technique qui était justement de faire prendre les décisions aussi par les autres, enfin en tout cas de manière collective. De manière collective. Mais c'est incroyable. Et les gens sortaient de là, ça s'est bien passé, ça s'appelait le CID. Ouais, c'était bien. Alors, je me suis fait galvanisant, quoi. Bah oui, je me suis fait ramasser là-dessus, mais bon. Et après, comment dire, il y avait du débrief. C'est-à-dire que nous, on était 4 dans l'équipe avec mon chef, enfin plus Lorraine 5, on va dire. Et donc, après la réunion, on se revoyait en disant, alors, qu'est-ce qui est bien passé durant ce comité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les projets soient encore mieux présentés? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, équipe R&D, pour que les projets aillent plus vite? Donc, il y avait un regard permanent, critique sur ce qu'on en faisait pour aller chercher la performance. Mais c'était des années incroyables. Et je te parle pas du chiffre d'affaires et de la croissance. Oui, c'est ça. Oui, non, mais ça rejoint ma question de tout à l'heure. C'est-à-dire parce que finalement, l'impact sur la performance, il est assez immédiat. Enfin, il est assez immédiat et tu peux le quantifier. L'impact sur je dirais, l'épanouissement individuel et collectif, il est plus difficile à mesurer, à part mettre un micro à la machine à café peut-être. Mais tu vois, je trouve que c'est ça, c'est pas évident. Tu vois, c'est la transparence de l'impact en fait, ou l'identification claire de l'impact que ça a sur la perf. C'est assez facile finalement, mais sur l'état d'esprit du collectif, c'est plus délicat, je trouve. Les tripes, hein. Les gens, après, ils étaient, ils avaient ça dans les tripes, ils étaient complètement passionnés. Ils étaient picousés, du coup, etc. Il y avait une mission. La fidélisation, du coup. Donc, ça se mesure avec la fidé des collabs. Ouais. Et puis, une dernière anecdote, une petite, vite fait. La mission de l'entreprise, c'était d'être du côté des mamans, c'était apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, celle de Danone, ok. Et il y avait des arbitrages. Moi, j'ai assisté à un arbitrage. Le patron dit, attendez, là, tu me prends de ce projet, donc si je comprends bien, on va changer les lignes industrielles, ok. Donc, on va gagner beaucoup plus d'argent avec ça parce qu'on plus de productivité. Oui, c'est ça, chef. Et en termes de sécurité pour les bébés, écoute, on se pose la question là. On pense qu'on va peut-être un peu se dégrader. Et là, tu as le patron qui dit stop. C'est ça, exprimer les valeurs. Ouais, bien sûr. Et quand toi, tu es dans la salle et que tu vois le chef dire devant tout le monde sur un projet sur lequel les gens travaillent depuis 3 ans, on va pas le faire parce qu'on est en décalage par rapport à la mission de l'entreprise. Là, tu es vraiment picousé de chez picousé, comme tu dis. Oui, non, mais ok, ça, je matérialise cet impact-là. Prochain sujet, en fait, qui me tenait à cœur. Alors, j'espère qu'on va rentrer dans le détail, mais je vais essayer de tenir le timing. J'ai fait un épisode assez récemment avec Samuel Durand et on parlait d'intelligence artificielle et de facilitation du travail. Comment toi, tu as abordé effectivement l'émergence, ça a commencé il y a très longtemps, l'intelligence artificielle, mais en tout cas l'accélération qu'on a connue ces derniers mois et ces 2 dernières années sur l'IA. Comment tu penses que ça va impacter justement les réunions? Est-ce que ça va justement, va y avoir un moment de flottement, on va pas savoir bien l'utiliser, tu vois, pour faciliter les choses? Est-ce qu'on sait déjà comment le faire et finalement c'est un accélérateur et un facilitateur? Tu vois, quel est l'impact de l'avènement de l'intelligence artificielle, en tout cas sur l'organe des réunions? Alors, c'est difficile à évaluer. Moi, j'aime bien... Oui, t'es pas devin. Je suis pas devin. Voilà. C'est la première réponse souvent qu'on fait. L'autre chose aussi, tu vois, je vais être un peu provoque peut-être, hein. Mais quand on voit où en est le monde aujourd'hui, quand on voit qu'il y a 6% d'engagement des entreprises françaises, quand on voit, je crois aujourd'hui, 50% des gens sont subdéprimés dans les entreprises, quand tu vois qu'il y a des conflits partout, quand tu vois que la planète, ça a un peu de traviole, d'accord ? Tu te dis, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'Internet ? Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'Internet ? Et pourtant, on nous a promis plein de choses, hein. Internet, l'accès à la connaissance, etc. Oui. Accès à Instagram et à TikTok. Hein. Mais donc, en fait, c'est compliqué d'évaluer l'impact d'une révolution technologique comme l'IA. Bien évidemment, les grands fournisseurs de matériel, d'équipement et puis de place dans le cloud, qui font beaucoup d'argent là-dessus, ont intérêt à développer tout ça. Si tu veux, moi, je suis déjà impressionné par la manière avec laquelle, quand tu actives la fonction Summary sur Zoom, tu as un compte-rendu de réunion. Ouais, c'est complètement dingue. Bon. Copilot. C'est pas si répandu que ça d'ailleurs. Je trouve les gens n'utilisent pas trop. Bah non. Copilot est en train d'arriver. Attends, Word existe depuis 30 ans. Des gens qui savent se servir correctement des feuilles de style, c'est 1 sur 100. Et on en fait partie. Voilà. Et si les gens se prenaient... Bon, bref. Donc,
c'est compliqué d'évaluer ce qui va se passer. Moi, ce que je sais, c'est que, en tout cas, il y aura beaucoup de push pour avoir accès à l'intelligence artificielle. Moi, j'utilise déjà des petites fonctionnalités. Typiquement, je fais une enquête pour accompagner un conseil d'administration avec 15 membres. Je leur pose un petit questionnaire. Je mets toutes les données les verbatim dans un système. Je m'économise 3 heures de travail et en 12 secondes, j'ai une synthèse. Oui, bien sûr. Alors, les gens me disent, ouais, mais Louis, est-ce qu'elle est juste? En tout cas, elle est peut-être plus objective que moi, ce que j'aurais fait, parce que quand je traite des données pendant 3 heures à la main, j'ai pas de tendance. L'autre, donc, copilote arrive, donc avec des synthèses de réunion. Alors, quand ils disent que demain, les ordres du jour vont se faire automatiquement, simplement en fouillant dans les clouds pour constituer l'historique des projets de manière... Voilà, on n'y est pas trop. On n'y est pas tout de suite. Ouais. Bon. Quand ils annoncent aussi, on a une super fonctionnalité, moi celle-ci je l'attends avec impatience, c'est une fonctionnalité qui va permettre aux gens d'arriver en retard en réunion, d'accord, et de faire la synthèse de ce qui s'est dit avant qu'il ne soit là. Ok, pour qu'il soit tout de suite up to speed, quoi. Voilà. Bon, alors après on va se dire, mais c'est plus la peine de venir en réunion puisqu'il y a un compte rendu de ce qui, enfin tu vois, on va se mordre la queue. Ouais. Alors moi j'ai juste 2 anecdotes un peu plus personnelles. Ça fait un moment que je regarde le sujet. J'ai fait développer une petite intelligence artificielle qui permet de mettre en mots comment je lance un sujet en réunion. Donc ça tourne depuis 1 mois. D'accord ? Depuis hier, tourne un outil qui s'appelle pour l'instant Louis 2.0, où des gens ont pris tout mon savoir-faire, mon livre, mes 70 articles LinkedIn, mon blog, des textes que j'ai rédigés. Tout ce que tu as produit. Voilà. Ils ont mis ça dans une machine, ok, mais donc c'est pas dans le cloud, hein, c'est chez nous. C'est fermé, c'est fermé. Et donc je l'ai testé encore tout à l'heure. Louis, dis-moi comment on fait pour bien démarrer une réunion. Et ce qu'il me raconte, c'est ce que je dis, mais c'est plutôt bien dit. Ouais. Bon. Il retranscrit assez fidèlement les recommandations que tu peux faire de part et d'autre. Exactement. Et qu'en plus, normalement, donc ça c'est dimanche. À la fin de la semaine, normalement, on va pouvoir parler à la machine en langage. Donc, plutôt que de taper, on va dire « Bonjour Louis, je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour lancer une réunion. » Et normalement, dans 2 semaines, il y aura un avatar qui va parler avec ma voix, et qui va dire « Voilà la réponse. » Donc ça s'est passé en 6 semaines. Donc, moi, je suis effaré de la manière avec laquelle les choses vont se transformer. Moi, je rajoute bien sûr. Une dernière chose. Moi, il se trouve que j'étais hier avec quelqu'un qui est en ressources humaines, ma fille, et donc je sais qu'elle passe ses journées à répondre à des questions. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un CDD C'est quoi l'histoire des 10% Une question importante, mais un peu pourrie. Pas très intéressante. Oui, mais et donc elle y répond tous les jours. Bien sûr. Et à plein d'autres. T'imagines? On va lui demander juste, tu vas parler dans la machine pendant 1 heure. On va te poser les 50 questions habituelles. Tu vas y répondre. Et après, on appuiera juste sur un bouton. Alors, bien sûr, il te restera des questions compliquées, etc., d'accompagnement des individus. Mais les questions... Bon. Donc, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, on est à l'aube de nouveaux changements majeurs. Alors, moi, je trouve que c'est une super... c'est vraiment un super outil que tu as créé. Je trouve que c'est très cool parce que effectivement, je pense qu'on s'attend pas à voir ça. Enfin, en tout cas, j'avais jamais entendu effectivement d'exemples comme ça aussi concrets finalement. Moi, j'ai quand même à t'écouter. Tu as une expertise assez unique. Il y a probablement d'autres boîtes qui doivent se coller en disant je vais vous aider à faire évoluer vos réunions, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même un positionnement assez unique et donc une expertise assez unique. Le fait de le mettre, là c'est plus le côté business qui parle, mais le mettre tu comptes le mettre à disposition en open source, tu vois? Ah non. D'abord, ce sera pour mes clients. Oui, c'est ça. Des gens, et là, le premier outil dont j'ai parlé, je ne mets à disposition des clients que ceux qui ont complètement maîtrisé la méthode. Ok. Donc je leur dis, vous allez apprendre à la main. Et une fois que vous saurez le faire à la main, voilà, c'est un peu comme, si tu veux, comme quand tu apprends à quelqu'un à utiliser une calculatrice, tu lui dis, attends, tu vas d'abord faire tes multiplications à la main, ou tes divisions, et ça on oublie de le faire maintenant, et après on te filera une calculatrice. Moi je fais pareil. Ok, t'as raison. Tu t'équipes une fois que tu maîtrises. Je trouve que c'est un bon mantra peut-être. Oui, mais l'autre chose, je reviens en arrière sur un truc, ce qui est à mon avis important dans ce que je dis, enfin si je peux me permettre, c'est que comment des gens ont réussi à développer les solutions dont je viens de parler en 1 semaine.
Donc, il y a à la fois, si tu veux, la fonctionnalité qui est apportée par l'intelligence artificielle, mais la manière avec laquelle on va être capable de déployer ces outils-là, mais en quelques journées. Oui, oui. Oui, c'est vrai que c'est la notion de POC, enfin de Proof of Concept, qui est avec un temps extrêmement réduit finalement, là où avant ça prenait des semaines, voire des mois, voire potentiellement plus. Attends, Vas-y. j'ajoute une autre idée qui me vient. Imagine, il y a 10 ans, quand il fallait faire une vidéo, fallait faire venir une équipe de 5 personnes, etc. Maintenant, tu te mets devant ton smartphone, tu mets Loom, et puis tu as là un truc. Donc, en fait. Avec une qualité qui est proche de produits finis que tu pouvais avoir il y a 2-3 ans. Hein. D'ailleurs, on a digressé, toi et moi, lorsqu'on s'est parlé la première fois. J'étais jaloux de ton matos. Et j'étais pas plus tard qu'avant de commencer, j'étais en train de regarder le truc que j'ai acheté. Bref. Non, mais je trouve que c'est important, ces points-là. Moi, le côté, effectivement. En fait. Le côté sur les réunions, ce que je veux dire, c'est que j'ai même envie de le généraliser sur l'intelligence artificielle, des bons réflexes que tu peux avoir dans une boîte aussi. Tu vois ce que je veux dire? De te dire, en fait, moi, la question, c'est je vais à une réunion client, comment il faut que je l'aborde? C'est quoi les tips? C'est quoi la bonne structuration? Je fais un rendez-vous avec un collaborateur, tu vois, je fais l'entretien annuel, je fais une bêtise. Tu vois, tu as cette espèce de ressource où tu n'es pas obligé d'aller chercher un template de doc, tu vois, au niveau N-3 dans l'architecture, machin, informatique de ta boîte. Donc il y a ce côté un peu mise à disposition plus facile, et on parlait de performance et de fluidité. En tout cas, ça peut avoir un impact là-dessus, très clairement, non? Le fait d'aller chercher l'information tout simplement et plus facilement, quoi. Moi, la métaphore qui me vient, c'est, si tu veux, l'IA, alors au moins ça, mais ce sera peut-être beaucoup plus après, mais c'est un peu comme la perche du saut à la perche. C'est-à-dire que tu sais sauter en hauteur, et un jour tu dis je veux sauter plus haut, plus loin, plus vite, ou je ne sais quoi, et tu vas utiliser une perche. Et je pense que l'IA, dans plein de situations, va nous aider. Je raconte une autre anecdote. Moi, j'ai mon papa qui sort de l'hôpital après un 3e infarctus. Je demande à ChatGPT, mais quelles sont les précautions à prendre pour une personne dans cette situation-là? Et donc, ça me ressort 10 points. Il n'y avait rien de génial. Mais au moins, c'était un checklist de ce à quoi il fallait que je fasse attention. Et y compris vérifier que la personne a bien accès à tous les médicaments en quantité correcte. Oui, bien sûr. Donc, c'est là aussi l'IA peut être vraiment une vraie perche pour aller chercher de la performance, du confort, et puis. Alors, mais la question que j'ai moi là-dessus, en fait, c'est pas que ça me terrifie, loin de là, mais pour l'avoir testé, c'est-à-dire que si tu rentres les mêmes combinaisons de mots, le même brief entre guillemets, on va dire, à l'IA, il va te ressortir un truc différent à chaque fois. Peut-être différent à la marge, mais il suffit d'un mot. Si tu lui dis fais-moi ça avec un ton décalé, et si tu dis fais-moi ça avec un ton humoristique, mais même si tu changes pas les mots, ça sera toujours un peu différent. Donc le seul pas inconvénient, mais le seul point de vigilance que j'entrevois, que j'ai arrivé à déceler là, c'est effectivement le côté, si tu veux utiliser l'intelligence artificielle pour piloter tes réunions, en tout cas pour te donner la structuration qui va bien, entre guillemets, cette expression est affreuse, est-ce qu'il te faut un truc qui est, comme toi tu l'as créé, qui soit fermé de telle sorte que tu maîtrises complètement la chaîne de valeur et qu'elle te sorte des choses qui sont vachement ISO pour en fait faciliter la cohérence et l'homogénéité des process, tu vois, plutôt que de te dire en fait c'est quelque chose de libre et en fait tu rentres dans un chat GPT-like ou même chat GPT qui va te ressortir un truc différent, et auquel cas tu te retrouves avec des organisations de réunions et des process qui vont être différents, tu vois. Alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Ouais, je suis désolé. Non, mais c'est super intéressant. Il y a l'aspect confidentialité. Bon, c'est clair qu'il y a une sorte de raz-de-marée de ChatGPT. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça. Mais... Et il y a des entreprises qui ont dit attendez, arrêtez, vous n'allez pas commencer à demander, parce que vous êtes dans je ne sais quelle entreprise de technologie, quelle solution vous... Bon, parce que si c'est déjà ChatGPT qui répond, ça veut dire que c'est dans le domaine public. Bon. La deuxième chose, c'est je réinsiste sur... en fait, il faut bien poser la question. Donc, en fait, pour interagir avec une IA, je pense qu'il faut avoir une sorte de raisonnement. Et notamment, je pense à un truc, c'est que si tu décides une réunion dont tu es incapable de formuler l'objectif, je pense que l'IA va pas vraiment t'aider. Alors, on peut imaginer que dans un délai relativement court, on aura des outils pour nous aider à formuler les objectifs des réunions. Oui, bien sûr. Et là, moi, je peux être un peu plus inquiet pour mon métier, parce que c'est ce que j'apprends essentiellement aux gens, c'est d'être clair sur l'objectif qu'ils peuvent attendre dans une réunion. Mais
Enfin, moi, je crois qu'il faut être super ouvert et il va forcément se passer beaucoup de choses et ça va aller très, très vite. Ouais, mais alors moi, il y a un truc que je rebondis, je rebondis toujours souvent sur ce que dit l'invité, mais moi, j'apprécie que tu sois audacieux comme ça et que tu tentes. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de suiveurs, il y a finalement assez peu de créateurs, en tout cas là-dessus. Et le fait que tu l'aies créé, je trouve que c'est vraiment intéressant. Si je peux le tester, je serais ravi. Mais je trouve que c'est marrant parce que c'est vrai que cette maîtrise de l'intelligence artificielle, c'est de se dire, en fait, mais je maîtrise pas forcément l'intégralité, mais je teste quelque chose, je vois si je suis en capacité de créer un outil avec mon savoir, mon expertise qui est unique, et comment je peux déployer davantage, effectivement, au plus grand nombre, qui sont tes clients en l'occurrence. Donc, Et aussi, c'est de parler de quelque chose que je connais. Je veux dire, c'est-à-dire que là, j'explore Summary de Zoom. J'ai écrit hier à Microsoft en disant est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès à Copilot, même si je ne suis pas une très très grande entreprise internationale. A priori, c'est limité pour l'instant, mais j'aimerais pouvoir y avoir accès, ne serait-ce pour voir comment ça fonctionne. Et pouvoir en parler à mes clients et leur dire écoutez, utilisez peut-être cette fonctionnalité-là parce que ça me semble accessible et ça, d'après moi, ça va vous apporter de la valeur ajoutée. Celle-ci, attendez un petit peu avant de la mettre en œuvre. Donc en fait, moi, dans ma responsabilité d'accompagnateur des entreprises sur la gestion de leurs réunions, j'ai intérêt à connaître tous les outils. C'est pour ça que l'autre jour, je t'ai expliqué que j'avais des outils pas très sophistiqués, mais qui me permettent d'aller un petit peu au bout de ma discipline. Ouais, mais alors là, pour le coup, je me mets à ta place, je me dis, alors moi j'ai bossé dans le digital pendant longtemps, donc ça veut dire que tu peux pas vraiment te reposer sur tes lauriers, il y a des trucs qui sortent toutes les semaines. Donc, et là c'est pareil, donc toi tu dois vraiment être au taquet, c'est-à-dire du temps consommé pour toi, parce que c'est pas juste lire, c'est tester, voir comment ça fonctionne, regarder un peu la machine, etc. quoi. Alors, des outils qui existent du marché, pouvoir bencher, les connaître sous toutes les coutures pour venir t'abreuver toi effectivement en savoir et puis venir aussi faire évoluer potentiellement l'accompagnement que tu fais quoi. Oui, alors c'est vrai, mais en fait moi ce que je fais c'est que j'ai un écosystème de gens passionnés de leur sujet. C'est ça, ok. Donc, dans mon écosystème, il y a un gars qui fait la facilitation graphique, il y en a un qui fait de la vidéo, il y en a un qui fait de la gestion de séminaires, donc en fait, ou de l'utilisation des plateformes de type Zoom ou Teams ou Google Meet. Donc, je veux dire, c'est que je fais pas tout seul. J'ai autour de moi des gens qui sont tout autant passionnés par l'évolution de Teams que moi par l'évolution des réunions, et donc je vais à l'essentiel avec eux. Top. Merci pour tous ces points-là. J'ai encore quelques questions et après on passera aux questions de fin, promis, le temps file vite. Toi, Louis, concrètement, aujourd'hui, dans ce que tu fais, dans ce que tu crées, c'est quoi ton rêve concrètement ? Alors, il y a un rêve court terme, c'est-à-dire que déjà, les entreprises, les organisations dans lesquelles j'intervienne voient leurs réunions transformées. Ok. Bon. Donc, j'en ai accompagné une centaine, en gros. Alors, pas toutes de très, très, très loin, mais je sens qu'il y a des choses qui sont vraiment transformantes. Voilà. Et qui font que... Et avec, tout à l'heure, tu parlais là de calculateur de réunion. Moi, j'ai inventé le Picsou. C'est pareil, quand tu lances un Picsou dans une organisation et tu te rends compte que cette réunion coûte 2 millions d'euros par an, parce qu'elles sont récurrentes. Bien sûr. Bah, tu dis, bon. Donc, moi, mon premier rêve, c'est que ce que je propose fasse bouger les lignes dans les organisations. Alors, il faut être super prudent, c'est-à-dire qu'en fait, quand dans une organisation, tout le monde n'a pas envie de faire évoluer ses réunions. Par contre, il y a des gens qui sont, j'appelle ça des champions. Il y a des gens qui ont déjà cette sorte de sensibilité, ce genre de talent, et donc je me sers d'eux pour qu'ils s'approprient la méthode, qui est juste une remise dans l'ordre du bon sens, et ensuite qu'ils deviennent en fait des champions de la méthode. Après, j'essaie de monter au comité de direction pour qu'ils exemplarisent. Après, le rêve, bon, il y a un bout de rêve qui est en train de se faire. Il y a déjà une organisation chez qui j'ai formé des formateurs, donc ils sont en train de déployer chez eux. Deuxième rêve qui est en train de se réaliser, je suis en train de finaliser une franchise sur le Québec. Mais moi aujourd'hui, tu vois, moi je suis un grand-père. Hein. Oh là là. Moi, mon rêve, s'il me pose la question, c'est j'aimerais pouvoir transmettre. Oui. Ça fait 40 ans que je bosse sur ce sujet. Ouais, au-delà de partager, tu veux transmettre. Ah ouais. Je pense que moi, je rêve de gens qui seraient intéressés par ce que j'ai construit et puis que je pourrais accompagner pour que ça puisse vraiment se pérenniser, prendre la suite, quoi, Bah oui. à une ou plusieurs personnes, etc. Quoi. Voilà. Ok, c'est ça la suite de l'aventure.
Ben ouais, ce serait pas mal. Et j'ai encore un petit peu d'énergie Ouais, pour les bien sûr. accompagner. Hein, donc, Avant mes questions de fin, j'ai encore une ou deux questions un peu plus. J'ai souvent des questions un peu popcorn. Est-ce que si tu pouvais organiser une réunion avec 3 personnalités historiques ou contemporaines, tu choisirais qui? alors je régis d'abord sur Popcorn. Tu sais, en animation de réunion, on parle parfois de méthode Popcorn. Ouais. Pour désigner quel type de méthodologie? Parce que Bah, ça veut dire, tiens, on va faire une Popcorn. Hmm. Et les gens disent, mais c'est quoi? Bah, le popcorn, vous savez, quand vous en faites, vous savez, vous mettez des grains de maïs dans une casserole avec un petit peu d'huile, Et poum. mais qu'une fois. Ouais. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre la parole qu'une fois. Ok. Voilà. Donc ça, c'est... D'accord. Ok. Des gens avec qui je voudrais... Mais alors attends, tout à l'heure, on a parlé du premier secret. Quel objectif, en fait? Tu me dis rencontrer des gens. Moi, il y a un type je l'ai sollicité, mais j'ai pas eu de réponse, qui m'impressionne. C'est un grand patron d'industrie, c'est Carlos Tavares. Ouais, bien sûr. Et moi, j'aimerais assister à des réunions, donc j'ai déjà fait la demande, j'ai pas eu la réponse. J'aurais bien voulu être dans la réunion, dans le vestiaire ou le lendemain, lorsque Fabien Galtier a parlé de la défaite du. Voilà, j'aurais bien voulu assister à cette réunion. Souvent, c'est rediffusé 5 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Voilà. Quand ils ont un peu digéré, quoi. Si, bon, il y a une autre réunion, j'aimerais bien assister. Bon, malheureusement, il est décédé, mais il y a un chef d'orchestre qui est extraordinaire, qui est Leonard Bernstein, qui était un meneur d'équipe incroyable. J'aurais bien voulu assister à la manière avec laquelle il briefait son orchestre durant les répétitions. Ouais. Comment il leur transmettait en amont son énergie, sa vision, et voilà. Ouais, c'est un très très bel exemple, je trouve. Merci beaucoup pour cet exemple-là. Dernière question avant les questions de fin. Quelle est la pire réunion à laquelle tu n'as jamais assisté et pourquoi? Tu t'en souviens pas? T'as préféré oublier? Non, mais j'ai assisté à des choses horribles, si tu veux. Ouais, c'est ça, où tu t'es dit, waouh, ok, là, d'accord. Si, tiens, moi, j'en ai une en tête. Alors, c'est pas la pire, mais c'est une pratique qui est un peu contestable. C'est quelqu'un qui rentre dans la salle, un N-1, qui est devant le comité exécutif et qui dit « Bonjour, je vais prendre la parole et mon objectif, c'est qu'à la fin de cette discussion, j'ai obtenu ça. » D'accord? Bon, ça a le mérite d'être clair, au moins. Bon, personne ne réagit. Et au bout de 25 minutes, le patron prend la parole et dit « Mais attends, mais t'as pas du tout répondu à la question qu'on t'avait posée. Ouais. Mais attends, mais c'est pas ça. » T'es à côté de la plaque, quoi. Ouais, t'es à côté de la plaque. Bon, la personne sort de la salle. Je regarde le patron dans la tête, je lui dis « Mais attends, mais qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené à ne pas contester ce que t'a dit la personne lorsqu'elle a lancé son sujet? Ah, mais tu sais, chez nous, on est bienveillants. » Oui, alors la bienveillance n'excuse pas la communication ou la transparence. Mais attends, mais je lui dis, mais c'est pas de la bienveillance, ça, c'est du harcèlement psychologique. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui. Ouais. Mais oui, c'est du harcèlement psychologique. La personne prend l'initiative en te disant, voilà ce qu'elle veut obtenir dans la réunion, tu ne réagis pas, sous-entendu, qui ne dit mot consent, et après tu la laisses s'enferrer devant tout le monde. Et tu dis que c'est la bienveillance. Attends. Non, ça marche pas là. Non, ça marche pas. Non, je suis d'accord. Non, exactement. Écoute, c'était une bonne anecdote, en tout cas, à ne pas suivre. À ne pas suivre, voilà. Bien sûr. Est-ce que tu as une recommandation, film, livre, docu, à checker, que ce soit à la fois lié à la réunion, au travail, ou plus largement pour venir inspirer? Alors, moi, je regarde tout en fait, donc c'est compliqué de faire des recommandations. Ouais, tu fais pas le tri en fait. Toi, tu penses que la clé, elle vient justement de la diversité d'inspiration Exactement. Ouais, si tu veux, je suis passionné d'art moderne. Quand je vais voir une exposition de Soulages ou de Hans Hartung, en fait, je pense réunion. C'est-à-dire, je me dis, tiens, comment ils ont créé ça dans l'art, dans la musique, etc. Tu donnes l'exemple du chef d'orchestre. Voilà. Quel processus ils ont. Je suis aussi passionné de grande cuisine. C'est un excellent réflexe, je trouve. Ouais, je suis passionné de grande cuisine. Quand j'ai eu la chance de parler avec un grand cuisinier, c'est vachement intéressant de savoir comment il conçoit. Parce qu'en fait, on l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais un bon meneur de réunion, c'est quelqu'un qui va se comporter non pas en cuisinier, j'exécute, mais en chef. Quelqu'un qui va concevoir la réunion.
Et sinon, en source d'inspiration, là, je viens juste de finir, je sais pas s'il faut le dire, mais The Morning Show. Je trouve cette série assez réussie, ou même Succession, c'est des séries donc, qui touchent au monde. Ou alors, il y a WeWork, We Crashed, ou alors, comment dire, une dernière, là, il y a The Drop, tu sais, sur... Bon, bref. Ouais, donc, extraordinaire. Toutes ces séries américaines, elles sont américaines, pardonnez-moi, mais moi, je les observe en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la dynamique qui se passe à ce moment-là? D'ailleurs, on en voit souvent des réunions dans ces trucs-là. Lorsque Jennifer Aniston dit ça à Reese Witherspoon. Voilà, exactement, c'est elle. Bref, et donc, tout est source d'inspiration, parce qu'en fait, la réunion, c'est le lieu de l'interaction, et donc, en fait, la vie, c'est l'interaction. Tiens, je raconte une anecdote. Tout m'inspire. Quand je rentre dans une pièce et que je vois des gens installés, par les simples modalités de la manière avec laquelle les gens sont installés, je commence à capter des choses. Ouais. Donc tout est inspiration. Donc moi, j'ai pas de tuyau à donner aux gens. Mais t'en as donné là déjà en fait, finalement. Non, mais moi j'avais déjà vu cette réponse où effectivement je sais plus quel invité, mais parce que je perds le fil, mais nous avez dit mais en fait moi je suis inspiré par tout. C'est-à-dire en fait tout ce que tu regardes autour de toi, t'es pas obligé de te faire un bouquin en particulier machin. C'est qu'en fait c'est la transformation de ce que t'es en train de regarder, de ce que t'es en train de vivre, comment effectivement ça se transmet, ça se transcrit justement en inspiration et comment tu le modélises après dans ta tête. Ok, alors si je peux rajouter un truc, mais aussi c'est mon approche personnelle. Donc je lis tous les livres qui sortent sur les réunions en France et puis dans mon anglo-saxon, donc j'ai une cinquantaine et je crois avoir tout lu. La deuxième chose, c'est que je suis sur LinkedIn. J'ai un peu plus de 20 000 contacts, mais je n'en suis que 20. Donc je ne suis sur LinkedIn que les gens qui parlent de mon sujet. Oui, bien sûr. Et donc je capte et c'est ça qui m'inspire. Donc il y a moyen en fait de monter et je l'ai déjà dit tout à l'heure aussi, j'ai un écosystème de gens. S'entourer, s'entourer. Voilà. Ouais. Et dans mon premier bouquin, je parle du terme de sentinelle. Une sentinelle, c'est quelqu'un dont on sait qui va scruter en fait ce qui se passe et qui de temps en temps tiens Louis, j'ai vu passer ça, peut-être ça pourrait t'intéresser. Et qui va t'envoyer quelque chose qui est vraiment chirurgical, quoi. Ouais, c'est une très bonne, très bon avis. Moi, je suis finalement assez peu de gens sur LinkedIn. Je sais pas si je devrais le dire, mais je lis beaucoup, mais plutôt en dehors de LinkedIn, même s'il y a des trucs sympas qui sont partagés, etc. Mais je trouve que pour entrer aux profondeurs des sujets, c'est pas un article de 500 mots qui va faire le job. Moi, j'aime bien creuser, donc voilà. En tout cas, merci pour ces recommandations. Moi, de mon côté, je recommande évidemment Vivre sa vie en mode Skype, celui-là, et La Réunionnite, ça suffit. Voilà, qui sont deux de tes bouquins, mais qui sont, je dirais pas radicalement différents, mais qui sont vraiment différents. Parce que y en a un premier, voilà, t'as les 15 idées, l'autre, et pourtant, il y a des exemples concrets à chaque fois dans la vraie vie de capitaine d'industrie, de patron, patronne de boîte, etc. Je passe par exemple le bonjour, l'importance du bonjour du matin, etc. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième, et beaucoup plus, je dirais que c'est pas une question d'opérationnel et inspirationnel. C'est que le deuxième, c'est très, c'est un game plan, quoi. Voilà, c'est un peu tu vois, un plan tactique, je trouve, qui est La Réunionnite, ça suffit. Et en fait, t'as des clés où là, tu peux, c'est pick and choose. Tu peux dire, ah, mais ça, je le fais déjà, donc ça, c'est bon, je le sors. Non, ça, faut impérativement que je le fasse. Et puis, bien évidemment, moi, j'ai terminé par les 3 secrets. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais c'est ce qui est à la fin du bouquin, mais qui est finalement presque le plus important du bouquin, avant la conclusion. Donc voilà, en tout cas, moi, j'invite évidemment l'audience à découvrir ces 2 livres qui sont assez simple à lire, hein, je le dis dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'aime bien les trucs où il y a de la prise de hauteur, mais j'aime bien les trucs aussi qui sont très rationnels. Et là, en l'occurrence, c'est du rationnel. Et voilà, il y a des choses que je fais déjà, et il y a des choses que je vais tester incessamment sous peu, soyons clairs, parce que je me rends compte qu'effectivement, je procrastine beaucoup trop. Voilà, et je suis un peu désorganisé. Donc, merci beaucoup, Louis, d'être venu partager ces enseignements-là. Je pense qu'ils sont assez fondamentaux, parce que dans le quotidien, c'est finalement une partie très importante de notre vie. Donc voilà. Et je trouve que c'est très important que tu sois venu partager tout ça. Donc merci beaucoup pour effectivement ta vision et puis ce fameux partage dont tu parlais. Ceux qui veulent continuer à apprendre, je vous invite à découvrir ces bouquins et puis on continue à te suivre bien évidemment sur LinkedIn avec grand plaisir pour que tu nous partages tout ça. Merci beaucoup, un joli moment. Top, passe une excellente semaine, à très bientôt. Ciao. Ciao.